Bonjour Thomas Gomard. Bonjour François Bonnet. L'affolement du monde, c'est le titre de votre nouveau livre. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de relations internationales, vous avez beaucoup travaillé sur la Russie et vous êtes le directeur de l'IFRI. Alors l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales, c'est l'un des principaux, voire le principal, centre de recherche sur toutes ces questions en France. Votre livre, L'affolement du monde, c'est un essai pessimiste, mais c'est aussi une description très pédagogique, mais une description inquiète d'un monde qui ne tourne plus rond, pour le dire un peu vulgairement. Vous écrivez « Perte de contrôle, emballement, affolement du système international. Est-ce la dernière étape avant le retour des grandes peurs, la panique et le chaos? Est-ce la première étape d'un mouvement de reconstruction ?» Et cet essai, dites-vous, penche vers la première option, c'est-à-dire celle d'un chaos à venir. Nous ne sommes nullement à l'abri d'un nouveau déchaînement de violence, dites-vous, et il ne faut jamais oublier le tragique de l'histoire. Ouf, quand on sort de votre livre, effectivement, on est un peu affolé, nous aussi. Oui, mais je l'ai écrit pour ne pas céder à l'affolement, justement. C'est-à-dire que je pense que en essayant de nommer les choses, en essayant de définir les principaux problèmes géopolitiques que nous avons à affronter, d'une certaine manière, c'est une préparation. Et donc, effectivement, l'essai penche vers cette première option, fait preuve de pessimisme, mais il essaie de préparer la deuxième option, c'est-à-dire d'aller vers un monde plus interdépendant, avec des solutions collectives. Et donc, c'est une tentative, si vous voulez, de faire un état des lieux, qui probablement est pessimiste, mais en même temps de se projeter en essayant de préparer et de se préparer à ce qui va devenir. Alors il y a déjà cette difficulté qui est de poser clairement les enjeux et qui est de faire une description lucide de cet état du monde. Et pour le résumer très très vite, ce que vous décrivez, c'est un monde multipolaire avec des grandes puissances, la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Europe, l'Inde, mais un multilatéralisme, c'est-à-dire un système de gestion des relations internationales qui, lui, ne fonctionne plus. Alors le point de départ, c'est ce constat. C'est-à-dire que nous avons voulu encourager l'avènement d'un système multipolaire, je dis nous, Européens et Français en particulier, et il est en train d'advenir sans qu'on puisse le définir de manière trop précise, mais il est en train d'advenir, et ça c'était pas prévu au programme, si j'ose dire, sans multilatéralisme. C'est-à-dire que le multilatéralisme, cette manière de fonctionner à plusieurs, d'être inclusif, de travailler entre pays, mais aussi d'associer les sociétés civiles, est remis en cause aujourd'hui par ce que j'appelle la consolidation du triangle stratégique, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine et la Russie. Alors de manière très différente, et de manière très embarrassante pour les Européens, puisque leur principal allié, les États-Unis, est aujourd'hui le pays qui, d'une certaine manière, conteste le plus ouvertement le multilatéralisme, alors même que le système international post-45 reposait sur la garantie ultime apportée par les États-Unis. Donc ça s'observe dans tous les retraits auxquels les États-Unis de Donald Trump se sont livrés. Dernière en date, c'est de l'accord iranien, par exemple, qui, à mon avis, marque une rupture très importante. En ce qui concerne les Chinois, ça s'observe dans leur attitude en mer de Chine, ou aussi une politique de plus en plus offensive à l'extérieur, qui s'observe en Afrique, mais pas seulement. Et en ce qui concerne la Russie, c'est évidemment l'annexion de la Crimée, la déstabilisation du Donbass, son attitude par rapport à l'OSCE. Donc ces trois pays qui sont trois membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont les trois principales puissances stratégiques, sont aujourd'hui en fait sont dans une situation de contestation ouverte du multilatéralisme. Et ça, évidemment, pour des pays comme pays européens, en particulier pour la France et le Royaume-Uni, c'est extrêmement déstabilisant. Qui sont les deux autres membres du Conseil permanent aux Nations Unies. Ce que vous racontez très bien, c'est, parce qu'on a tendance toujours à le sous-estimer, je pense, en France, c'est la véritable rupture dans le système international que représente l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Alors, il y avait des éléments déjà présents, en fait. C'est-à-dire que la tendance unilatéraliste des États-Unis, moi je parle d'unilatéralisme et pas d'isolationnisme, je ne pense pas du tout qu'ils sont en train de se retirer du monde, je pense qu'ils sont en train d'envoyer le message suivant, c'est qu'ils veulent être le primus inter pares, et plus le garant du système, comme je le disais précédemment. Alors la rupture avec Trump, elle est dans le style, elle est dans la pratique diplomatique, c'est-à-dire qu'au fond, on a aujourd'hui appris à suivre ses tweets
qui donne le là à l'activité diplomatique. Et en même temps, c'est vrai que c'est une évolution du système politique américain extrêmement préoccupante. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'un système clanique qui s'est mis en place, avec encore des contre-pouvoirs qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a une séparation des pouvoirs qui fonctionne aujourd'hui aux États-Unis, mais tout le discours sur le modèle démocratique est d'une certaine manière vicié aujourd'hui. Et c'est très utilisé par les Chinois et les Russes, justement, pour, comment dirais-je, dénigrer, au fond, le modèle démocratique tel qu'il a été promu par les Occidentaux depuis 1945. Ce que vous expliquez également, c'est que Donald Trump va utiliser de nouveaux leviers, de nouveaux outils, de manière très brutale. Je pense essentiellement aux accords commerciaux, à la dénonciation d'un certain nombre d'accords et à la mise en place d'une guerre commerciale qui ne dit pas son nom, mais qui est en train d'être déclenchée, en particulier avec la Chine. Elle est déclenchée, elle dit son nom mais même. Hein. Pas encore à grande échelle, si je Non, parce qu'on est dans une phase où Américains et Chinois se sont donné quelques semaines pour essayer de trouver un certain nombre d'accords. Mais vous avez une affaire qui, à mon avis, est très significative et qui va avoir des répercussions très, très lourdes en termes d'équilibre technologique, qui est l'affaire Huawei, par exemple, avec la directrice financière qui a été arrêtée au Canada. Mais en fait, la grande différence, si vous voulez, pour les États-Unis, c'est que pendant la guerre froide, les principaux clients, partenaires économiques des États-Unis étaient leurs principaux alliés. Oui. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que le principal partenaire économique des États-Unis, c'est la Chine, et réciproquement, mais c'est aussi le principal rival stratégique. Et ça, c'est une situation tout à fait inédite. C'est-à-dire que ça a comme effet, de la part de Donald Trump, de ne voir les rapports avec les autres qu'en termes de patron-client, et plus du tout en termes de priorité donnée à des alliés. Au fond, les Européens sont des clients parmi les autres, et ce qui est dit ouvertement par Trump, et là aussi c'est des choses qui étaient exprimées de manière sous-jacente par l'administration Obama et l'administration Clinton, et Bush, pardon, entre les deux, c'est de dire aux Européens, vous ne payez pas assez pour votre sécurité, et ne pensez pas que cette garantie de sécurité soit éternelle. Et c'est cette prise de conscience, en fait, que les Européens sont en train de réaliser, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans un monde qui est effectivement, ce que j'ai dit dans le livre, on rentre dans du gros temps, voilà, avec au fond une sécurité que très peu d'entre eux sont capables d'assurer par eux-mêmes. Alors on va y revenir, mais ce que vous expliquez, si on fait un peu un exercice de projection, c'est que le monde, dans les 2 générations à venir, va s'organiser autour de ce face-à-face États-Unis-Chine, avec l'immense projet chinois de devenir la première puissance économique mondiale. C'est la fameuse route de la soie. Et là, comment dirais-je, une nouvelle dynamique de la Chine par rapport à ce qu'a été son rôle international depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bon, alors, l'élément de transformation le plus profond, c'est effectivement l'ascension extrêmement rapide de la Chine, je dirais depuis 1971-1972. Moi, j'ai l'habitude de faire partir la mondialisation de 1971-1972, la fin de la convertibilité entre l'or et le dollar, et le voyage de Nixon en Chine. Et 47 ans après, effectivement, la Chine est considérée comme la puissance dominante de demain. Et s'est fixé l'objectif de 2049, c'est-à-dire la célébration du 100e anniversaire de la République populaire de Chine. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un paradoxe fondamental d'un régime communiste qui est dirigé par le Parti communiste chinois, 80 millions de membres, qui est la plus grande société secrète du monde, pour reprendre la formule de Jean-Pierre Cabestan, et qui est en même temps le régime qui défend le plus aujourd'hui un système ouvert d'échange, au fond qui voudrait être le plus vertueux dans le système de l'OMC. Et ce paradoxe est évidemment très frappant, parce que dans le même temps, tout le monde se rend compte que la Chine n'observe absolument pas les règles dont elle bénéficie, et tout sauf une économie de marché, et est en voie d'étatisation très profonde, et surtout de durcissement politique. De durcissement du régime. Voilà, avec un leader, le président Xi, qui, au fond, ne fait plus profil bas comme ses prédécesseurs, mais affiche ouvertement des ambitions géopolitiques. Et donc l'horizon, effectivement, c'est 2049, mais il y a autre chose qui, à mon avis, est beaucoup plus préoccupant, en particulier pour les Européens, c'est que la Chine propose une forme, à mes yeux, d'autoritarisme numérique. C'est-à-dire une forme de contrôle de sa population, mais qui va se répercuter à l'étranger, notamment avec le phénomène des smart cities, c'est-à-dire des villes intelligentes, où ces villes intelligentes, vendues presque clé en main, en particulier
des pays comme l'Afrique, comporteront une part de sécurité de plus en plus étroite. Et côté américain, les Européens sont bien placés pour savoir aussi qu'un système de surveillance s'est mis en place. Et donc, en fait, les Européens, en termes numériques, se retrouvent pris en étau entre leurs alliés qui les espionnent, les surveillent en permanence, voir l'affaire Snowden et ses conséquences, et des Chinois, c'est peut-être pas aussi visible, mais qui prennent la même pente et surtout qui, de manière politique, sont dans une voie de durcissement et, encore une fois, vont vers ce que j'appelle l'autoritarisme numérique. Alors, c'est le fameux système, là on a déjà dépassé Minority Report, le livre de Cadic et le film, hein, c'est le fameux système de cotation, de notation sociale, à partir de reconnaissance faciale et d'examen de tous les usages numériques des Chinois. C'est ce fameux système mis en place par le régime communiste à Pékin, quoi, qui est absolument stupéfiant et dont on ne prend peut-être pas la mesure. Je pense que les Européens ne voient pas que les révolutions technologiques, la rapidité, se font en partie sur leur dos. C'est-à-dire que nous devenons de plus en plus objets de la compétition entre États-Unis et Chine. Et que par ailleurs, nous avons aussi à gérer un voisinage sud qui devient aussi, qui gagne en instabilité compte tenu de la pression démographique qui s'y observe. Ça, c'est Maghreb et Afrique subsaharienne. Ouais, c'est l'Afrique subsaharienne plus que le Maghreb d'ailleurs. Donc ça donne, et puis aussi le Levant, la relation avec la Turquie qui est une relation quand même très compliquée, le voisinage est-européen qui ne se présente pas du tout de la même manière en termes démographiques, mais qui provoque un certain nombre de problèmes en termes de sécurité. Je pense à l'Ukraine. Mais le fond, en termes stratégiques, c'est qu'en réalité, ce qui est en train de se jouer, c'est le contrôle de ce qu'on appelle les espaces communs. Les espaces communs, il y a la haute mer. Oui. Et nous sommes dans une phase de remilitarisation très rapide de la haute mer, avec la construction de flottes. Et les Européens sont sur des flottes qui rétrécissent quand les autres réinvestissent sur leur marine. Vous avez l'espace aérien. Et qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'espace aérien? C'est la privatisation, avec au fond la problématique des drones, mais des drones civils, hein, le dernier kilomètre en termes de logistique. Et donc on va avoir un espace aérien de plus en plus privatisé. Et puis c'est l'espace exo-atmosphérique, où là nous sommes face à une arsenalisation, c'est-à-dire on peut parler de bataille de l'espace d'une certaine manière, mais on a eu récemment de l'espionnage satellitaire extrêmement préoccupant, parce que qui contrôle l'espace exo-atmosphérique et donc qui contrôle l'accès à l'espace exo-atmosphérique, ça c'est un enjeu absolument essentiel pour les Européens de conserver une capacité d'accès autonome à l'espace exo-atmosphérique, contrôle au fond les systèmes de commandement. Et l'ensemble de ces trois espaces est innervé par le numérique. Paradoxe, le numérique pour l'instant transite par des câbles sous-marins. 95% du trafic numérique passe par des câbles sous-marins, gros comme ça. Donc en réalité, c'est une infrastructure assez fragile. Là aussi, on a observé récemment des détournements. Enfin, je veux dire, il y a une guerre quasiment ouverte pour le contrôle de ces quatre espaces à laquelle se livrent les grandes puissances. Alors, quand on lit ce que vous écrivez sur l'Europe, on a vraiment l'impression de rester dans les schémas de l'ancien monde, comme diraient certains, c'est-à-dire d'une Europe géant économique, mais nain politique, j'allais dire plus que jamais. C'est-à-dire d'une Europe qui, prise dans cette tenaille États-Unis-Chine, avec par ailleurs une Russie dont vous décrivez une capacité de nuisance de plus en plus grande, une Europe qui est en voie de marginalisation. En termes généraux, oui. L'Europe de 2030, ça sera 8% de la population mondiale, avec une moyenne d'âge de 44 ans, et une Afrique subsaharienne qui aura une moyenne d'âge de 22 ans ou 20 ans. Et certains pays, et d'ailleurs ça explique à mon avis beaucoup aussi de la division qui est en train de se passer au sein de l'Union européenne, certains pays, on appelait jadis les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, sont en dépopulation. Donc la part aussi de l'Europe dans le PIB mondial va réduire. C'est-à-dire quand vous regardez le PIB mondial en 2010, à 55% c'était Europe, États-Unis, Chine. Ça sera toujours à 55% ces trois acteurs, mais avec une Chine qui montera de manière spectaculaire et des États-Unis et une Europe qui vont baisser. C'est-à-dire qu'en fait, l'ascension de la Chine, d'une certaine manière, s'est faite aux dépens des positions américaines et européennes. Alors ça, ce sont les raisons d'être inquiet. Maintenant, les raisons d'être plus optimiste sur l'Europe, c'est-à-dire que moi je considère que l'Europe reste la bonne échelle pour penser le monde. C'est-à-dire que si on pense le monde à travers les États qui la composent, on va très vite devenir des acteurs de troisième rang.
ce qui est quand même frappant, c'est que elle ne cesse de subir des chocs internes et externes, la crise des dettes souveraines, le Brexit, la crise migratoire. Et à mon avis, elle commence à apprendre, peut-être trop lentement, mais à penser en termes géoéconomiques et en termes géopolitiques. C'est-à-dire à comprendre qu'elle est un espace et qu'elle doit de plus en plus, elle se confronte de plus en plus à des acteurs qui sont dans des logiques de puissance classique. Et donc on peut voir aussi les crises traversées par l'Europe au cours des 10 dernières années comme une capacité d'adaptation assez rapide. Avec un risque qui, à mon avis, est un risque beaucoup plus politique au sens électoral du terme, les risques de désunion interne de l'Europe. Parce qu'on ne le voit pas sur la crise migratoire. Il n'y a pas de réponse de l'Europe, sauf de claquemurer, de faire une Europe forteresse, sur fond de désaccords très très vifs entre les différents États. Sur les questions de sécurité commune, ça n'avance pas ou pratiquement pas. Sur les questions de politique étrangère commune, pareil. Donc en même temps, l'Europe survit certes à toutes ces crises, mais on peut faire une lecture beaucoup plus pessimiste, qui est en même temps, elle ne cesse de s'affaiblir, de se fracturer et de s'éloigner d'un projet européen à même d'intéresser les citoyens européens. Bon, alors là, c'est à moi d'essayer de corriger votre pessimisme, parce que j'étais pessimiste au départ. Non, mais je partage. Parce que c'est très frappant. Vraiment, si on prend les questions de défense. Oui, alors justement, si on parle d'autonomie stratégique européenne, qui est le sujet, le vocable, parce qu'il y a toujours un vocable particulier, c'est d'ailleurs prendre des Européens, vous avez 3 niveaux. Vous avez l'autonomie de décision. Bon, et en réalité, quels sont les pays qui ont encore une autonomie de décision en matière militaire? Il n'y en a plus que 2, et un va quitter l'Union européenne, c'est la Grande-Bretagne, et qui a une autonomie de décision moindre que l'autonomie de décision française. Bon. Ensuite, vous avez l'autonomie opérationnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que les Européens, fondamentalement, sont capables de faire seuls, c'est-à-dire sans soutien américain. Bon, je pense que en fait, l'ordre de grandeur qu'on peut avoir en tête, c'est une opération comme Serval au Mali. Voilà. Ça, c'est à peu près à la portée des Européens, pour de la haute intensité. Et puis ensuite, vous avez un dernier niveau qui est celui sur lequel, à mon avis, les progrès sont les plus notables et qui est absolument essentiel, c'est l'autonomie industrielle. Et c'est là qu'à mon avis le choc va arriver, c'est-à-dire qu'il y a une recomposition en cours des industries d'armement de défense européens, et c'est évidemment un concurrent pour les États-Unis, évidemment aussi un concurrent pour la Chine, pour la Russie. En cours, on a surtout le sentiment d'assister à une concurrence effrénée, par exemple entre l'industrie allemande et l'industrie française. C'est pas du tout pour minimiser le fait qu'il y a des éléments de concurrence. En même temps, si vous voulez, sur l'avion de 5e génération, sur un certain nombre de systèmes. Il se trouve que j'ai suivi ça d'assez près. On a vraiment eu une tonalité très différente à partir de 2017. Je ne suis pas en train de dire que tout va... c'est quoi, c'est le discours de Macron sur l'initiative de défense? Alors, le discours de Macron sur l'initiative européenne d'intervention est une manière de garder les Britanniques à bord. Et en particulier en termes opérationnels, c'est une manière pour la France d'exercer une forme de leadership. Il y a effectivement des éléments de tension avec le partenaire allemand, avec le partenaire italien évidemment renforcé par l'orientation du gouvernement actuel. Mais si vous voulez, pour avoir quand même des échanges très réguliers avec des partenaires européens et puis aussi extérieurs à l'Union européenne, je reviendrai là-dessus, il y a une forme de dynamique dans le domaine industriel qui n'est pas, qui rencontre des obstacles indéniablement, mais disons qu'on a à mon avis changé de registre par rapport à l'avant 2017. Et puis le deuxième élément qui me frappe toujours pour le livre est basé sur beaucoup de déplacements en dehors de l'Union européenne, c'est l'attente d'Europe en fait. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point le prototype politique qu'est l'Union européenne, cette tentative d'intégration régionale qui a beaucoup de défauts, mais cette réconciliation basée sur une réconciliation franco-allemande entre le vaincu de 40 et le vaincu de 45, fait un peu modèle. Et que d'une certaine manière... Auprès de pays, si vous voulez, Canada, Inde, Japon, Indonésie, qui au fond ne veulent pas rentrer dans cet étau d'une rivalité sino-américaine. Autrement dit, je pense qu'il y a un espace à occuper, même si c'est très ambitieux, mais ça peut sembler effectivement une ambition un peu démesurée par rapport à l'image actuelle que l'Europe projette. Parce que ce qui est dit aussi, le bruit de fond qu'on entend venant des États-Unis ou de la Russie, c'est l'Europe, c'est
c'est une machinerie extraordinairement complexe et tellement sophistiquée qu'elle n'est pas opérationnelle. Ouais, c'est pas complètement faux. Non, mais c'est-à-dire que si vous voulez, l'Europe s'est quand même construite sur un principe de dépolitisation. C'est-à-dire que c'est la règle de droit devait, au fond, permettre de dépassionner la relation entre pays qui s'étaient fait la guerre. Donc en cela, c'est un modèle de gouvernance tout à fait inédit et à mon avis qui a valeur de laboratoire par rapport à des défis globaux que l'humanité dans son ensemble va rencontrer. Changement climatique, problèmes sanitaires transnationaux, etc. Donc il ne faut pas non plus, à mon avis, avoir une vision, dire voilà, l'Europe, ça y est, c'est fini. Bon, elle n'arrête pas de subir des crises, elle est toujours là. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de crises, mais il y a un espace politique européen qui est en train de se constituer. Et il y a fondamentalement un attachement à la citoyenneté européenne. Et là aussi, pour voyager beaucoup, je pense que les Européens oublient parfois la chance qu'ils ont. Quand on voyage dans des régimes qui sont pas des régimes ouverts, on se rend compte que d'avoir une Union européenne sur son passeport, ça a de la valeur. Mais il y a des questions de timing, si je puis dire. Et si on parle justement de défense européenne ou de gestion des crises migratoires, c'est-à-dire que le temps extrêmement long mis à gérer des désaccords assez fondamentaux, est-ce que ça ne nous fait pas tout bêtement louper le train de l'histoire, pour reprendre cette image-là? C'est-à-dire que par rapport à des régimes autoritaires, type chinois, type russe, qui, eux, avancent à marche forcée, quand vous racontez surtout la façon dont le régime chinois est en train de déployer ces fameuses routes de la soie, voilà, est-ce que là, on n'est pas dans dans un décalage trop grand par rapport à ça? Bon, sur le fait d'avoir raté des opportunités, je vais dans votre sens. Typiquement, les Européens ont raté le train du numérique pour tout ce qui était search. Et aujourd'hui subissent le fait de ne pas avoir de plateforme de taille suffisante pour rivaliser avec les plateformes américaines et les plateformes chinoises qui sont en train en fait, de siphonner une partie de la valeur produite. Je pense que ça renvoie au débat fondamental entre dignité et efficacité. Le fait que nous soyons une société ouverte, le fait que nous soyons, en particulier en France, en permanence en ébullition politiquement, qu'on ait du mal, soi-disant, à réformer, crée un effet de contraste par rapport au régime autoritaire qui nous semble très efficace. La Russie de Vladimir Poutine est-elle efficace socialement? J'ouvre la question pour y répondre. Bon. La Chine est aussi dans une situation effectivement où elle apparaît très forte, mais a des problèmes de sécurité tout à fait cruciaux. Situation au Xinjiang par exemple, le Tibet, je ne parle même pas de Taïwan, qui à mon avis va être le test le plus proche de la tension sino-américaine, et donc un régime effectivement autoritaire qui ne cesse de se renforcer. C'est-à-dire que ce que les Européens aussi, à mon avis, doivent garder à l'esprit, c'est la valeur de leur système politique et comprendre que cette valeur de système politique passe aussi par des efforts en termes d'efficacité économique. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas cette efficacité économique, il y a un appauvrissement relatif, parce qu'évidemment, quand on compare aux pays d'Afrique subsaharienne, il y a une marge énorme, mais il y a un affaiblissement relatif qui fait que notre mode de vie risque d'être de plus en plus orienté par la relation sino-américaine. Et d'une certaine manière, ce sont, à mon sens, les forces géoéconomiques entre les États-Unis et la Chine qui vont définir ou orienter notre mode de vie beaucoup plus que les relations qu'on peut avoir, si on raisonne à 10 ans, qu'on peut avoir avec notre voisinage sud. Alors, ce que vous dites, c'est l'Allemagne est pour une sorte de statu quo européen. La France tente d'avancer. Les différents discours de Macron, mais on voit aussi combien Emmanuel Macron a perdu de ses soutiens politiques en Europe. Et puis il y a le Brexit. Qu'est-ce qui pourrait, relancer le processus européen? Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, inciter les gens à aller voter aux élections européennes qui se tiennent dans 3 mois? Où sont les moteurs de relance possibles en Europe? Si vous voulez, ma crainte pour les élections européennes, ce sont souvent des élections délaissées. Alors peut-être que le contexte actuel en France feront qu'elles seront un peu plus suivies, mais c'est souvent une expression d'un rejet de ce qui se passe sur le plan interne. Autrement dit, on risque d'envoyer par des questions intérieures, d'envoyer au Parlement européen des gens qui sont furieusement contre le projet européen. Bon.
Et ça c'est problématique parce que je pense que ce qui se joue en réalité, c'est ce qu'on n'arrive probablement pas à penser, c'est l'articulation entre le grand débat lancé par le président de la République et le grand débat que la France devrait essayer de lancer en termes diplomatiques sur le sens de la mondialisation. En fait, ce qui se joue, à mon avis, c'est le rapport que l'on a à la mondialisation, qui a créé des perdants et des gagnants, et c'est de savoir si on se considère comme un isolat qui pourrait se retirer de cette mondialisation, ce que je ne pense pas, j'explique pourquoi dans le livre, ou au contraire, est-ce que, au fond, et c'est aussi la vocation, à mon avis, historique d'un pays comme la France et de l'Europe, d'être dans une logique d'interdépendance accrue. Sur ensuite la situation pour les élections européenne. Moi, ce qui me frappe, effectivement, ce sont les antagonismes grandissants, notamment entre Français et Italiens. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations inimaginables il y a encore un an. J'espère, pour ma part, alors peut-être que j'ai un prisme un peu trop focalisé sur les questions de sécurité, mais je pense qu'il faut vraiment une initiative très rapide sur ce qu'on appelle l'E3, c'est-à-dire Paris, Londres et Berlin en termes de sécurité. Parce que les forces en présence sont là pour, au fond, si on veut avancer en termes d'autonomie stratégique européenne, ça ne peut passer, alors c'est pas du tout pour ne pas tenir compte de Madrid, de Rome, de Varsovie, mais disons que la culture stratégique et les capacités de ces trois pays ont un effet d'entraînement, à mon avis, qu'il faut absolument utiliser et qui pourrait être une manière de répondre aussi au Brexit. C'est-à-dire qu'il va y avoir le Brexit, voilà, prendre acte du Brexit, mais il n'y a pas de sécurité européenne tenable sans participation des Britanniques. D'accord. Thomas Gomard, merci. Merci de nous avoir écoutés. L'affolement du monde, pour comprendre comment va le monde et il ne va pas très bien, c'est aux éditions Talendier, écrit par Thomas Gomard. À bientôt, merci.